Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les quatre cofondateurs et dirigeants de la société Ticilio, qui est actuellement en phase de collecte sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live sur WeSeed, je vais profiter de cette introduction pour vous rappeler le déroulé de ce live. Donc, une fois l'introduction terminée, je passerai la main à Nicolas, Jean, Jonathan et Xavier, qui se chargeront dans une première partie de présenter l'activité de Ticilio et les enjeux de la levée de fonds en cours sur WeSeed notamment. Et ensuite, dans une seconde partie, ils se chargeront de répondre à vos questions. Donc, à ce sujet, si vous souhaitez poser vos questions à l'équipe dirigeante de Ticilio, c'est dans la bulle QR qui se situe en bas au milieu de votre écran, pardon. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier, et ensuite, je la poserai à l'équipe Ticilio. Messieurs, je vous passe la main, je vous laisse peut-être vous présenter et après partager la présentation. Oui, bonjour à tous. On peut peut-être faire un rapide tour de table avant que je prenne la parole sur la présentation générale. Xavier, à distance, si tu veux dire un mot. Alors bonjour à tous, je suis donc Xavier Juin, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille, même 12 ans que je travaille dans les énergies renouvelables, dont 8 à 9 presque exclusivement sur l'Afrique, sur tout ce qui est centrale hybride. Et dans l'équipe, j'amène justement ce côté business développement sur l'Afrique principalement. Et tu es basé en Allemagne? Et je suis basé en Allemagne, puisque moi, je travaille essentiellement avec nos équipes en Afrique, donc Mali, à Bamako, Dakar et Lomé. Et donc, que je sois basé à Aix, au siège social, ou en Allemagne, c'est à peu près pareil pour moi. Bonjour, Jean Pellet. Donc, moi, je suis le senior de la bande. Ça fait à peu près une petite trentaine d'années que je travaille dans le secteur bancaire, les télécoms et puis les énergies renouvelables depuis une bonne quinzaine d'années. Je m'occupe plus particulièrement du développement des projets français, des grands projets au sol ou d'installations en autoconsommation que l'on développe en France. Et puis, de façon plus générale, toutes les problématiques contractuelles qu'on peut avoir dans le cadre de notre activité. Et puis également, je supporte Xavier dans la prospection commerciale africaine. Et bonjour à tous, moi c'est Jonathan Chaud, je suis l'ingénieur de l'équipe. J'ai fait toute ma carrière dans les renouvelables et dans le solaire en particulier, en occupant des postes de la technique pure jusqu'au financement de projet, en passant par une grosse partie de ma carrière en gestion de projet. Et chez Ticilio, du coup, je m'occupe de la partie gestion de projet et tous les aspects techniques, donc de la partie conception jusqu'à la mise en service, en passant par évidemment la mise en œuvre des projets. Et donc moi, Nicolas Pagès, je suis financier de l'équipe. Voilà, j'ai plutôt travaillé en banque avant et puis je prends des postes de direction dans le groupe dans lequel on était auparavant et notamment donc chez Ticilio en charge des aspects financiers et donc de la coordination notamment de cette opération d'obligation convertible. À noter juste une chose, c'est que nous avons Delphine Lenoir avec nous, qui est notre consultante sur les aspects communication. Voilà. J'enchaîne du coup sur la présentation de Ticilio, qui est donc positionné sur le solaire en autoconsommation de moyenne et forte puissance en Afrique. Et Ticilio, c'est… alors, je vais partager l'écran. Oui, je vous laisse partager l'écran. Ouais. Hop, on va partager l'écran. Ça sera plus simple pour tout le monde. Ici, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, parfait. Super. Et là, si je… Voilà. Donc, on s'est présenté. Donc, Ticilio, c'est né de la rencontre de 4 anciens collaborateurs du groupe Juvi, qui est toujours d'ailleurs un gros acteur du renouvelable. On y a passé à peu près 5-6 ans. On a appris à se connaître et puis, à la faveur d'une restructuration, on a souhaité lancer Ticilio pour apporter notre expertise dans la grande centrale au sol.
vers cette expertise solaire au plus près des consommateurs, tout en restant sur de la grosse puissance. Hein. Donc, c'est en autoconsommation avec des clients industriels et en Afrique. Alors, pourquoi en Afrique? Parce que c'est en Afrique que l'énergie solaire déploie l'ensemble de son potentiel d'impact. Il y a l'impact environnemental, évidemment, que tout le monde imagine, hein, c'est la réduction de l'empreinte carbone énergétique, mais il y a aussi un énorme volet économique, c'est-à-dire que le solaire est une énorme source d'économie et également une source d'énergie qui permet de créer de l'activité économique. Et puis, il y a un impact social parce que le solaire en Afrique permet souvent, ça a été le cas, on pourrait en parler d'un projet qu'on vient de mettre en service au Niger, d'apporter de l'énergie dans des lieux où il n'y en a pas et pour venir apporter un service et donc permettre, en l'espèce, d'apporter des soins et d'électrifier des cliniques dans des sites isolés. Notre manière de rendre ce service chez Ticilios, il y a trois offres principales. D'abord, le conseil, c'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner un client qui souhaiterait s'équiper en solaire photovoltaïque. On est capable d'apporter le savoir-faire de dimensionnement et de l'accompagner dans les choix dans l'opération elle-même. On est capable de livrer le matériel qu'on a conçu. Donc, il ne s'agit pas de concevoir quelque chose et de ne pas être capable de délivrer. On délivre, on installe, c'est-à-dire on est concepteur et installateur. Et on est également capable de louer les installations que l'on conçoit. C'est-à-dire qu'on va apporter également la brique financement. On aura l'occasion de revenir sur ce troisième aspect. Concrètement, ça se réalise, enfin, ça se concrétise de deux manières, par des opérations, des réalisations de systèmes solaires sur mesure, de solutions solaires sur mesure, selon une certaine implantation, selon une certaine implantation de toiture, ou même au sol, ou même selon des designs spécifiques. On va préciser la conception, préciser des acheminements qui vont être spécifiques à un besoin exprimé par le client. Et à côté de ça, on a développé une solution standardisée qui, en fait, entre entièrement dans un conteneur 20 pieds et qui est déployable, quel que soit quasiment le sol dont on parle. C'est-à-dire, il n'y a plus d'études de sol nécessaires, tout est pré-designé et pré-assemblé, de telle sorte que, alors on perd un peu en précision de design, mais on gagne énormément en facilité d'implantation. Donc, c'est deux offres possibles pour mettre en œuvre nos solutions. Elles s'adressent à une catégorie de clients en particulier, mais on touche également d'autres niches. Le cœur de cible, c'est tout ce qui va être activité privée, les entreprises, donc industrielles, commerciales, qui ont des besoins énergétiques importants. Donc, le panorama, ça peut être des stations, ça peut être des entrepôts frigorifiques, ça peut être des industries de transformation, enfin, tout ce qui va consommer de l'énergie. De moyenne et forte puissance. Hein. On reste sur un concept de forte puissance. Et ça, c'est le cœur de cible. On est convaincu qu'il y a là un déficit énergétique et que non seulement c'est un déficit énergétique existant et qu'en plus, il se poursuivra. En parallèle, et le temps de convaincre cette clientèle-là qui est la plus grande et la plus massive, on a répondu à des appels d'offres qui nous ont positionnés sur ce qui pourrait correspondre à des niches, mais sur lesquelles finalement on est bien positionné et qui continueront de représenter une partie de notre activité, même si stratégiquement, ce n'est pas elles qui vont porter la croissance des 10-15 prochaines années. La première, c'est tout ce qui va toucher aux opérations de maintien de la paix.
Il y a eu pas mal d'appels d'offres d'armées, d'ONG ou d'intervenants multilatéraux, hein, comme l'Union européenne, pour eh bien, rendre un peu moins, j'allais dire sale, mais oui, c'est le cas, hein, pour venir verdir un peu les installations qu'ils ont en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a réalisé notre première installation, notamment en 2016 en Somalie pour l'Union européenne. On est bien positionné puisqu'on a remporté quelques appels d'offres et on a même été rappelé par plusieurs de ces institutions. Et donc, on continue. C'est une niche que l'on continue de cultiver à l'heure actuelle. Également, sur la partie tout ce qui va être institution et accompagnement au développement. Donc tout ce qui va être ONG, et, ça peut être des structures multilatérales également, tout ce qui va être programme de déploiement en Afrique qui va être aidé au niveau international. Souvent, il y a une composante d'électrification durable sur lesquelles il peut y avoir une composante solaire sur laquelle on va répondre. On a répondu, on en a gagné quelques-uns, on continuera de répondre et de se positionner sur ces appels d'offres-là, même si, une fois de plus, ce n'est pas la masse de l'activité future. Et puis, il y a un autre volet de clients, c'est tout ce qui va être conseil. Et là, ça peut aller de mairies, hein, qui parfois nous sollicitent ici en France. Ça peut aller sur parfois des gros opérateurs aussi, sur quelques opérations. Ils ont besoin de conseils bien spécifiques. On peut à ce moment-là intervenir sur du conseil pur vers ces clients-là qui, pour le coup, sont assez divers. Voilà, ça se traduit un peu visuellement par ce genre de choses, hein. Les commerces industrie, on va être sur des toits, on est également au sol, hein. En haut à droite, voilà, c'est ce qu'on a pu faire sur des opérations au Niger ou en Somalie. À gauche, là, en bas à gauche, c'est pour MSF et pour les cliniques au Niger dont je parlais tout à l'heure. Et puis à droite, voilà, c'est le genre de choses qu'on a pu également faire, accompagner de très grandes centrales au sol, puisque c'est notre savoir-faire, on va dire, historique, et puis réaliser des formations. C'est également un enjeu pour nous d'être proche du terrain, de former et d'être en lien avec les professionnels locaux, puisqu'on pourra le dire tout à l'heure, mais ça fait partie des relais et des partenaires sur lesquels on s'appuie pour réaliser nos installations. Le marché, il est immense. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de passer énormément de temps là-dessus. Il y a un besoin énergétique énorme. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est qu'il y a un double effet. C'est non seulement le solaire et l'énergie issue de systèmes de solutions solaires photovoltaïques baisse tendanciellement au fil des ans, alors que le coût de l'énergie en site isolé, c'est du diesel. Alors là, évidemment, elle est très chère. Et même lorsqu'on est avec des industriels qui sont raccordés au réseau, on se retrouve avec un coût de l'énergie du réseau de chacun des pays qui a plutôt tendance à augmenter, de telle sorte qu'en fait, la parité, la compétitivité des solutions solaires augmente avec le temps, et ce qui permet d'ouvrir de plus en plus de géographies, on va dire, puisque des pays pour lesquels le solaire n'était parfois pas très pertinent parce que l'ensoleillement n'est pas le même, hein, partout en Afrique, évidemment, eh bien, il y a une tendance structurelle à ce que le solaire ait de plus en plus de pertinence. Et donc, le marché est énorme à l'heure actuelle et il continuera, c'est notre conviction, d'être énorme pour les années à venir. Par ailleurs, c'est un marché qui est assez peu, j'allais dire adressé en mauvais français, mais sur lesquels il y a assez peu d'opérateurs positionnés. Alors, ça augmente, mais c'est un marché qui a commencé à être attaqué et depuis, on va dire, 5 ans à peu près, hein, globalement, 5-6 ans. D'abord plutôt par l'Afrique anglophone et très peu
sur l'Afrique francophone. C'est pour ça que Tissilio est très bien positionné sur les marchés francophones, et c'est un peu notre stratégie. Ça a été d'entrer par les pays francophones, puisque la concurrence était moindre, et puis que l'avantage compétitif de Tissilio était plus grand. Mais ce n'est pas pour autant qu'on souhaite se limiter à l'Afrique francophone. Les 4 fondateurs sont tout à fait à l'aise avec l'anglais, donc il n'y a aucun problème à aller dans des pays anglophones. On a commencé par la Somalie d'ailleurs. Donc on ne se limite pas, c'est plus une approche, c'est plus une tactique de déploiement. Et ce n'est certainement pas un facteur limitant, mais l'idée, c'est de se positionner, d'être reconnu sur des marchés comme leader sur nos marchés, et de façon opportuniste aller sur l'ensemble des autres marchés sur lesquels on est capable d'aller, et à terme, durablement s'installer sur toute la géographie Afrique. Ça, on ne se met aucune barrière de ce point de vue-là. Les facteurs différenciants par rapport à cette concurrence qui est là, qui est clairement, c'est un enjeu de venir coupler qualité-proximité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des intervenants de qualité, évidemment, des acteurs internationaux qui font de la qualité dans le solaire, il y en a, mais ils vont rarement avoir une implantation locale. Donc, il y a toujours cette petite distance à acheter de l'équipement, mais il sera peut-être de bonne qualité, mais quid du suivi. A contrario, il peut y avoir de la bonne proximité, c'est-à-dire certains de nos concurrents sont des acteurs locaux, mais ils n'ont pas forcément ni la réputation, ni accès à la même qualité de conception ou de matériel que nous. Et le pari que fait Tissilio, c'est de combiner les deux. C'est d'avoir un centre d'expertise de conception ici au siège à Aix-en-Provence, et de combiner ça avec une réelle proximité terrain, avec ouverture de filiales, présence locale dans un maximum de pays, et de pouvoir apporter cette combinaison-là et de ne pas placer le client devant un arbitrage entre les deux. Et le troisième enjeu, le troisième facteur, c'est la facilité. C'est-à-dire vraiment apporter de la facilité jusqu'au bout. On s'occupe de tout, on gère de A à Z, on conçoit, on approvisionne, on installe, on maintient, et on peut même assurer le financement, puisque tout ce qui pourrait constituer un frein au passage et à l'engagement dans la transition énergétique, on souhaite le faire sauter. Alors, c'est quelque chose qui a réussi qui nous a réussi ces 5 premières années. Le chiffre d'affaires est en croissance, on a toujours été à l'équilibre, les fonds propres sont là, on est bien accompagné, on a une équipe qui se constitue là désormais d'une grosse dizaine, quinzaine de personnes désormais, équilibrée sur de l'ingénierie, du commercial, de la finance également, sur la partie justement location, c'est important. Il y a tout un écosystème qui nous accompagne. On ne les a pas tous mis d'ailleurs, parce qu'on a d'autres qui nous ont… on a été rejoints par Airbus Développement, notamment, qui nous a fait confiance dernièrement. Donc, il y a un réel écosystème qui nous appuie. On a fait nos preuves sur des projets en Afrique, également sur du conseil. On a touché plusieurs pays, donc ce n'est pas comme si on avait une expérience monogéographie. On a plusieurs clients, on n'a pas insisté là, mais on a plusieurs clients qui nous ont demandé plusieurs missions. Donc, on a un taux de satisfaction client qui est élevé. Et l'enjeu, c'est d'aller plus loin et de capitaliser sur ce qu'on a pu réussir ces 5 dernières années, 6 maintenant, et de porter cette stratégie plus loin, plus vite, avec une concurrence qui se structure, et notre réponse va porter sur 4 grands piliers. La qualité des projets, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut la renforcer, la consolider, toujours jouer sur la présence locale. On verra la feuille de route, mais évidemment en ouvrant d'autres pays, travailler l'offre de location la plus compétitive possible, et puis jouer sur la marque. Il y a un gros travail sur la marque, puisqu'il n'y a pas tellement de logique de brevet dans la stratégie de Tissilio. La différenciation, elle se fait par la marque, pour qu'il y ait
comment dire, que le client soit confiant et conscient que quand il achète du TCO, il achète de la qualité. Donc, il y a un vrai travail de marque à faire. Et à partir de là, on a voilà, commencé à écrire une feuille de route sur les 3-4 prochaines années qui va porter sur qualité, présence locale, offre de location, marque. Sur chacun de ces items-là, je ne rentre évidemment pas dans le détail, mais il y a cette feuille de route qu'on s'est donnée pour réussir ces axes stratégiques. La traduction en projection commerciale, c'est une accélération du chiffre d'affaires et des commandes. C'est ce qu'on sent et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui se concrétise. Sachant que dans le découpage, c'est quand même intéressant de partager ça avec vous. L'activité conseil que vous pouvez voir sur le graphique comme étant la partie bleue, elle se réduit. C'est la partie EPC, donc c'est la vente clé en main d'installation qui continue de représenter l'essentiel du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que la location en termes de chiffre d'affaires, c'est uniquement le loyer. Donc, on peut installer, même si on installe, entre une vente qui va reconnaître l'ensemble du chiffre d'affaires et la location, la traduction en chiffre d'affaires, elle crée une différence. Donc, il ne faut pas se leurrer par rapport à cette trajectoire-là. Il y a un équilibre sur les prochaines années entre l'installation de projets en vente et l'installation de projets en location. Je ne rentre pas dans le détail, il y a énormément d'informations, mais l'idée, c'est de travailler de renforcer l'activité commerciale, d'être capable de répondre de plus en plus à nos clients et on est de plus en plus sollicité. On a plusieurs millions d'euros de projets en discussion. On pourra revenir là-dessus dans plus de détails tout à l'heure. D'un point de vue financier, la stratégie, elle se traduit par un coup d'accélérateur sur l'investissement en 2021-2022, avec des recrutements, avec des ouvertures de pays, etc., même jusqu'à 2023, ce qui normalement devrait créer des pertes en 2021 et potentiellement sur 2022. On travaille à limiter au maximum là, les pertes 2022, mais en tout cas, on s'est projeté dans un cas où il y aurait des pertes et elles sont assumées pour venir accélérer cette croissance. En termes de masse salariale, on a une trajectoire pour arriver à une trentaine de collaborateurs d'ici, on verra, 3-4 ans, 3-4-5 ans, on verra. Voilà, une accélération du chiffre d'affaires assez. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est assez raisonnable comme accélération par rapport à ce qu'on sent, nous, du marché et des volumes également de projets que l'on peut traiter qui augmentent par rapport à la taille moyenne des projets qu'on pouvait faire historiquement. Voilà, en termes de recherche de fonds, pour conclure, on est sur une trajectoire où on a identifié des besoins potentiels futurs. Il y a un besoin notamment qu'on a appelé le besoin scale-up de l'ordre de 3 millions d'euros qui viendrait assurer des ouvertures de pays, qui viendrait assurer également le financement d'une flotte de solutions containerisées mises en location, parce qu'évidemment, dès lors qu'on met en location, il faut assurer la mise de fonds initiale. Et là, selon le succès commercial, il peut y avoir des besoins importants à financer. Et donc là, on est sur une levée de fonds structurante, assez lourde, et on a voulu en fait se donner le temps de réaliser cette levée de fonds structurante. Parce qu'on sait que ça va prendre entre 9 et 18 mois. Et on ne voulait pas en fait que ce temps-là soit du temps perdu et on ne voulait pas retarder le programme, cette feuille de route qu'on s'était donnée. Donc, ce qu'on a lancé, c'est cette levée de fonds WeSeed, ces obligations convertibles WeSeed qui ont une logique de bridge finalement, en levant des fonds en 2021 ou tout début 2022 qui vont nous permettre de lancer le programme que l'on a identifié sur 2022-2023 et qui
seront refinancés alors soit par les flux de l'entreprise, soit par cette levée de fonds plus structurante qui sera initiée dès 2022 auprès de différents leveurs, etc. Et puis, alors, dans la croissance, il est probable que si le business model continue de faire ses preuves, eh bien, les besoins augmentent et qu'il y ait ensuite de nouvelles levées, alors plus conséquentes, hein, peut-être 10-20 millions d'euros. Ça, c'est tout ce qu'on se souhaite, on va dire, mais on verra. Voilà. En tout cas, il y a une trajectoire à 2025 qui est de positionner Tissilio comme un acteur incontournable du solaire en autoconsommation de moyenne puissance en Afrique subsaharienne francophone. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on vise évidemment toute l'Afrique et on a commencé par faire de l'Afrique anglophone sur nos premiers projets. Mais l'idée d'un point de vue stratégique, c'est de se positionner et d'être reconnu comme tel. Et à partir de là, d'avoir un nouvel esprit de conquête post-2025 sur probablement le reste de l'Afrique. Voilà. Alors, l'effet de levier, c'est important. Effectivement, l'obligation convertible WICID ne représente pas l'ensemble des besoins que l'on a. Il y a de vrais effets de levier. Alors, il y a des financements qui ont déjà été obtenus, je ne rentre pas dans le détail. À noter qu'on en a d'autres. Hein, donc, il y a Airbus Développement qui nous a rejoint. On a sécurisé, normalement, ça doit arriver très bientôt, un financement auprès de BPI de 300 000 euros complémentaires. Donc, il y a un effet de levier qui permet non seulement d'avoir des obligations convertibles qui viennent renforcer les fonds propres, puisque c'est des quasi-fonds propres, et ça permet de faire des effets de levier sur des financements bancaires plus classiques, on va dire, et ainsi de maximiser la capacité de Tissilio à exécuter son programme d'investissement et de ne pas être tenu de ne pas trop se limiter et d'avoir la marge de manœuvre nécessaire. Voilà, je sais pas, j'ai pas mal parlé. Donc après, il y a quelques exemples sur lesquels on pourra revenir de projets qu'on a pu faire voilà, en France. Ça, c'est en Somalie, une livraison clé en main. Ça, c'est un équipement pour l'Union européenne au Mali sur une toiture en 2020. Ça, c'est en 2021 à Bamako, au Mali, pour un client industriel qui est exactement dans notre cible. Hein. On voit que notre cœur de cible commence à désormais représenter l'essentiel de notre activité. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à nous poser les questions que vous avez. Super, merci, merci à tous les quatre pour la présentation. Très claire et très complète. Alors, je vais arrêter votre partage d'écran. Hop. Du coup, comme vous l'avez dit, Nicolas, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà pas mal de questions en attente. Avant de vous poser la première question, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, si vous voulez poser votre question, c'est dans la bulle QR en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur le clavier. Et ensuite, je me charge de la poser aux dirigeants. Alors, on va commencer avec une question de Michel. Prévoyez-vous de vous déployer sur d'autres zones géographiques que l'Afrique? Alors, de façon très opportuniste, la question pourrait se poser. Stratégiquement, non. Pour l'instant, stratégiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on prospecte. Donc, on ne fait pas de salon qui ne concernerait pas l'Afrique. On ne fait pas d'action commerciale qui ne concernerait pas l'Afrique. Après, c'est vrai qu'on est parfois consulté pour des géographies hors Afrique. Et la question se pose de faire cet arbitrage, mais il faudrait que ça soit utile à la stratégie Afrique. Et ça peut être utile à la stratégie Afrique d'aller faire la démonstration de la pertinence notamment de la station solaire Tissilio dans certaines géographies. Voilà. Dès lors que ça peut être pertinent, on ne va pas se l'interdire non plus. Mais ça serait d'une logique opportuniste. Et en tout cas, il n'y a pas de stratégie de construire et d'investir dans de l'activité commerciale en dehors de la zone Afrique.
Voilà. Ok. Après, peut-être, pour compléter ce que dit Nicolas, comme on prospecte certains groupes, voire grands groupes, effectivement, parfois, sur l'Afrique que l'on ciblait, ce n'est pas le moment, mais ça peut être le cas sur d'autres pays. Et donc, comme le disait Nicolas, de façon un petit peu opportuniste, pour mettre le pied dans le groupe en question, on ne s'interdit pas d'y aller, a fortiori si on peut le faire avec nos solutions standards. Ok. Ok, merci à tous les deux. Ensuite, alors il y a deux questions qui sont proches de Bernard et de Cyril. Je vais vous les lire à la suite. Dans la première de Bernard, ne craignez-vous pas que l'instabilité politique des pays africains handicape votre développement? Et la seconde question de Cyril, merci pour votre présentation. Que pouvez-vous dire sur la stabilité des pays potentiellement clients? Par avance, merci. Je vais peut-être répondre sur cette partie-là. Premièrement, enfin, comme l'a expliqué Nicolas, nos projets, on fait pas de public local, j'ai envie de dire. On a travaillé sur des entités publiques type UE, type armée allemande, type armée française à Djibouti. C'est des entités qui, justement, ne sont pas dépendantes du climat local. Si elles sont là, c'est justement dans les zones complexes. Typiquement, l'armée allemande au Niger, à Gao ou la France, ce genre de choses sont là parce que c'est des pays complexes. Et elles savent qu'elles peuvent compter sur nous, puisqu'on l'a déjà montré, on est à je pense, notre 8e ou 9e projet sur des projets de ce type-là. Et l'autre partie, c'est justement, on attaque le secteur privé pour éviter d'être dépendant des contraintes locales et de toute la zone grise, j'ai envie de dire, qui pourraient être les problèmes de corruption ou le changement de gouvernement à tort et à travers qui arrive relativement souvent quand même dans ces pays-là. Et justement, on a réussi en attaquant du B2B, en attaquant le secteur privé, de s'émanciper de ces risques-là. Néanmoins, on n'est pas que sur des pays extrêmement problématiques, puisque le Sénégal fait partie d'un endroit où on a une filiale, où on est en train de lancer 4 projets pour Q1 2022, donc qui est quand même reconnu comme étant le pays le plus stable de la zone, qui n'a jamais eu un coup d'État depuis son indépendance dans les années 60. On pense, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur les prochains pays qu'on pense ouvrir. Il y a le Togo, qui est plutôt reconnu comme un facteur de stabilité aussi sur la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin. Donc, on ne cherche pas forcément uniquement des pays complexes, mais on sait très bien s'accommoder de pays tels que le Mali, tels que le Niger, sur des projets qui ne sont pas simples. Ouais, et pour compléter, je pense qu'il y a, enfin, clairement, hein, il y a l'enjeu politique. Donc, on essaie de limiter notre dépendance aux politiques d'un point de vue, ou du moins contractuel. Hein. Si on peut éviter d'avoir le public comme étant le payeur, c'est mieux. Après, il y a tout l'environnement. Donc, ça, on n'est pas complètement, on n'est pas naïf sur le fait que un pays qui est déstabilisé, bah, c'est plus compliqué. Bon, on voit le Mali qui est un pays qui est compliqué en ce moment. Ça ne nous a pas empêché malgré tout de réaliser une opération avec des acteurs privés et de continuer d'avoir une bonne dynamique. On a réussi à ouvrir le pays, etc. Donc, mais on n'est pas naïf non plus. C'est-à-dire, il y a des enjeux sécuritaires et donc notre objectif d'ouvrir d'autres géographies participe aussi d'une répartition du risque pays. Voilà, si les choses devaient vraiment aller mal, il ne s'agit pas pour nous de dépendre de 1 ou 2 pays, mais bien de pouvoir en ouvrir d'autres et de limiter ce risque qui est réel, même si on fait tout pour gérer les choses. Pour donner un exemple, le projet que Nicolas a montré à la fin là, pour un industriel au Mali, il a été fait pendant le deuxième coup d'État s'est passé, au milieu de la réalisation, et même le paiement. Donc on se fait toujours payer en avance pour justement éviter les problèmes qu'il peut y avoir dans les pays. Les paiements ont réussi à passer alors même qu'il y avait le premier coup d'État qui a eu lieu donc en août de l'an dernier. Donc on peut faire du business dans ces pays-là, alors en prenant des précautions, en sachant comment travailler dans ces pays, mais on peut faire du business même dans des pays un peu complexes. Ouais. Et un élément important, c'est qu'en ouvrant les filiales locales, on est un acteur local. Alors aujourd'hui, on est un petit acteur local, mais on est malgré tout une entreprise locale avec des représentants locaux.
Au Mali, on a un collaborateur qui est malien et ça aussi, ça participe de la capacité à travailler dans un contexte qui peut être complexe jusqu'à un certain niveau. Et enfin, en dernier lieu, je pense que c'est aussi important de dire que le fait d'avoir travaillé dans ces pays-là fait de nous un acteur référencé sur les pays où c'est complexe d'aller et qu'on nous appelle pour aller aussi dans ces endroits-là et amener une solution, notamment sur des bases liées aux forces de maintien de la paix, ce qui est un vrai atout également sur une partie de notre marché. Ok, et dans la continuité de ces précédentes questions, est-ce que vous savez dans quel pays se situeront vos prochaines filiales? Donc, en fait, j'ai un peu commencé à répondre parce que j'avais lu les questions en avance. Donc, oui, pour l'instant, on a un VIE qui est au Togo. On a signé notre premier projet au Togo il y a quelques jours. On a même reçu le premier paiement pour le Togo. Donc, il y a très grande chance que ce soit le Togo qui soit en 2022 relativement tôt. On a plusieurs exclusivités et un pipe qui est bien en train de grandir avec presque une dizaine de projets en cours de développement. Et l'autre pays, enfin, c'est ce qu'on a peut-être vu ce qu'on a vu dans la présentation que montrait Nicolas tout à l'heure. Il y a Madagascar, où on a un gros projet avec un acteur de la vanille où on a déjà un mémorandum signé avec lui pour le déploiement d'un projet. Et donc, on a également deux partenaires, enfin un partenaire plutôt financier et un partenaire technique sur Mada. Puisque Jonathan, lui, était passé en formation il y a 2 ans aussi sur Madagascar. Donc, on a eu la chance de créer des bonnes relations avec pas mal de développeurs et d'installateurs malgaches pour avancer sur les projets. Donc, si on avait à dire les prochains, ce sera Togo et Madagascar, je ne dirais pas à 100%, mais avec le plus haut niveau de chance. Et si on donne un peu une idée des zones identifiées pour le futur, il y a peut-être de la Côte d'Ivoire, il y a du travail sur le Cameroun, il y a peut-être du Djibouti. Enfin voilà, ça donne ça là-dessus. Voilà, c'est moins avancé, mais ça fait partie des géographies sur lesquelles il y a du travail en ce moment. Et sur ces géographies où c'est moins avancé, en fait, par exemple, on a eu une subvention et on est aidé dans le plan de relance via un système qui s'appelle Booster Africa. Donc, on est aidé par différents pôles, enfin différentes institutions, Business France, ce genre de choses qui nous accompagnent justement pour aller voir sur, alors principalement Djibouti, Cameroun et alors le troisième pays est sur le Tchad. Ils sont en train de vérifier justement certains indicateurs que nous on veut vérifier. Et ils nous accompagnent pour justement pouvoir décider de l'étape d'après. Donc Togo, Madagascar, c'est ce qu'il y a de plus proche. Et l'étape d'après, on est en train de la préparer justement pour voir où est-ce qu'on irait le plus facilement. Et quand on parle du Togo, Xavier, c'est la région, parce que le Bénin aussi est un pays qui est assez dynamique. Et depuis le Togo et éventuellement le Ghana, mais qui est un produit anglo-saxon auquel on s'est déjà un peu frotté, qui est un peu plus complexe. Mais Togo, Bénin, Burkina peut-être même, c'est 3 pays qui vont de pair. Enfin, on le voit vraiment comme un hub local, le Togo, pour rayonner sur les pays autour, puisque en plus il y a des facilités. Donc on a beaucoup discuté avec les différents avocats et les fiscalistes. Il y a des facilités pour pouvoir depuis le Togo travailler par exemple sur le Bénin, comme le disait Jean. Ok. Ensuite, une autre question de Michel qui n'a rien à voir avec les questions précédentes. Sur quels axes de R&D allez-vous travailler dans les prochaines années, notamment peut-être sur la station solaire Tissilio que vous avez évoquée, Nicolas. Ça, c'est plutôt Jonathan. Sur la station, effectivement, sur la station solaire Tissilio, on a des axes encore d'amélioration, effectivement. Donc, on continue. On a eu une première version qu'on a mis en œuvre plutôt en 2019. Et puis, sur cette première version-là, on a bâti et on l'améliore. Donc, on a une V2 qui est en cours de déploiement aujourd'hui, qu'on déploie commercialement, qu'on a vendue. Et on a encore plein d'idées d'amélioration pour faire évoluer cette station containerisée. Donc, ça, c'est effectivement le premier axe de travail en recherche et développement. Ensuite, le deuxième axe, c'est un axe plutôt
de digitalisation et de fédération de la communauté de nos clients avec la création, avec le travail de création d'une plateforme qui permettrait justement d'avoir une interface unique pour nos clients, pour leur permettre d'accéder à l'ensemble de leurs données, de la phase de prospection très en amont, donc sur des relevés de courbe de charge, jusqu'à exploiter leur centrale, ou en tout cas accompagner la visualisation de l'exploitation de leur centrale avec des données de production, de consommation de leur site, et puis pouvoir du coup, dans cette plateforme-là, simuler et anticiper de futures extensions de leur centrale solaire photovoltaïque. Donc, les deux axes de travail que l'on voit là sur les 2-3 prochaines années, ça va être cela. Et d'ailleurs, justement, cet aspect de la plateforme, en fait, est déjà en partie financé, puisque c'est une des facettes d'un projet qu'on a réussi à financer via un financement FASEP, c'est un financement de Bercy, pour un projet au sud du Sénégal, en Casamance, où on déploie une TSS avec stockage. Et une des facettes de ce projet, c'est justement de lancer cette idée de plateforme. Et donc, on a une partie du financement qui est allouée à ce programme de R&D. Juste pour tout le monde, TSS, c'est la station solaire Tissilio. Effectivement, merci Maxime. C'est un peu des formations habituelles. TSS, c'est donc cette station solaire, la solution conteneurisable qu'on déploie dans les différents pays. Ok. D'ailleurs, par rapport à cette solution, on a 2 autres questions qui sont arrivées. Bon, j'ai commencé par celle d'Alain. Votre solution conteneurisée est très séduisante, mais sa mobilité n'est-elle pas une vulnérabilité? J'évoque évidemment les forces terroristes. Cette installation comporte-t-elle un système de neutralisation à distance qui serait dissuasive et une garantie pour vous en cas de location? Non, c'est bien long du l'heure. On a des accès à distance sur nos équipements, le cas échéant, et donc le cas échéant, on peut imaginer qu'on puisse effectivement mettre la station en défaut s'il fallait, mais ça suppose qu'on ait une connexion Internet qui fonctionne, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Ouais, il n'y a pas de neutralisation automatique, on va dire, de la chose. C'est-à-dire que c'est pas si on débranche, ça ne marche plus, voilà, ou si on la déplace, ça ne marche plus. On n'a pas ce type de… Même si on pourrait effectivement l'envisager, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet sur lequel on s'est penché. Après, sur la partie déplaçabilité, j'ai l'impression que dans la question, il y avait un volet de dire on peut facilement prendre l'installation, la déplacer, l'emmener ailleurs. Alors oui, mais il faut quand même avoir un peu d'équipement et un peu de méthode pour le faire correctement. Et ça, c'est un peu c'est partie de l'innovation qu'on a développée, quoi. Peut-être qu'aussi, on n'a pas pris beaucoup de temps pour préciser cette innovation, mais on est sur une installation qui est déplaçable, mais qui n'est pas mobile. Il y a peut-être une petite… Nicolas, tu peux peut-être partager des photos sur ta présentation. Je crois que tu en as quelques-unes de la TSS. Si tu peux partager ton écran. Je regarde avant de partager. La motivation en fait, de la création de la TSS, ça a été de créer quelque chose qui était au départ, au travers des discussions qu'on a eues notamment avec l'armée française, pour créer quelque chose qui puisse équiper assez rapidement et de façon adaptable des camps, des bases déportées à l'international. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une vraie station solaire au sol, comme on pourrait l'avoir chez nous, et qui, potentiellement, dans sa configuration déplaçable, a les mêmes qualités et de robustesse qu'une installation, une grande installation solaire de plusieurs mégas, comme on a pu en faire en France. Donc, c'est là où nous, on fait cette distinction entre mobile et déplaçable. Pour la déplacer, il faut un petit peu de travail quand même. Ce n'est pas quelque chose qui se remet dans le container en quelques minutes. Voilà. Non, on est sur une TSS qui représenterait 77 kW. Alors, une TSS, vous avez, a priori, tout le monde voit l'image, c'est ça? Sur la droite. Là, vous avez le prototype numéro 1 qui a été mis en test avec l'armée française à l'époque et qui fait 23 kg. Donc, en fait, désormais, une station solaire Tissilio
c'est 77 kilos. Donc, on est à 3 fois ce que vous voyez à l'écran, qui tient dans un seul conteneur. Et à installer, c'est à peu près 4 jours globalement. C'est ce qu'il y a eu à Djibouti. On en a installé 2 en 1 semaine et demie. Donc c'est 4 jours. Hein. Donc, effectivement, hein, ça peut se dérober, mais ce n'est pas quelque chose qui, disons, se vole à l'arraché, comme on pourrait voler une remorque ou quelque chose qui soit vraiment mobile. Certains concurrents proposent des solutions davantage mobiles. Nous, on est plutôt sur une solution qui est déplaçable, transportable, plutôt que mobile. Voilà, je ne sais pas si ça répond précisément à la question, mais peut-être un point qui est par contre très intéressant dans ce que vous dites, et c'est aussi ce qu'on voit nous, c'est si on est en location, c'est quand même aussi, on prend des sécurités financières, c'est-à-dire qu'on demande des garanties bancaires, mais on a toujours ce dernier recours. C'est que si on ne nous paye pas, on tire les garanties bancaires et on récupère aussi notre actif. Donc, en fait, on ne perd pas l'actif. Comme si on est accroché sur un toit, c'est quand même relativement difficile de récupérer une centrale solaire accrochée sur un toit. Vous allez rester des trous dans le toit, vous allez avoir vraiment des problèmes avec votre client. Là, vous n'aurez pas de difficulté à rempoter ça dans votre container et à le ramener plus loin. Donc, ça fait partie effectivement de l'idée de la TSS, c'était le côté camp militaire, camp diplomatique, force de maintien de la paix pour pouvoir déplacer et aussi sécuriser notre actif dans le cadre de location. Ok, merci. On va poursuivre avec une question de Yann. Vous parlez de qualité comme différenciation. Quel type et marque de panneaux installez-vous? Oui, c'est une bonne question. Donc, effectivement, alors par le passé, nous, on vient, comme vous l'avez compris, je crois on est tous issus de la même société. C'était une grosse société, Juvix, qui travaillait dans les énergies renouvelables. Donc, chez eux, on avait les moyens d'avoir des acheteurs qui se rendaient en Chine, qui allaient évaluer les fournisseurs en direct et donc qui pouvaient donc évaluer la qualité un peu en direct des livraisons qu'on nous faisait. Nous, aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là, vu la taille que l'on a. Par contre, on garde un peu ces réflexes-là de valider nos fournisseurs. Et donc, pour être certain d'avoir de la qualité, en fait, on fait quelque chose d'assez simple. On prend en fait les grands fournisseurs, les gens qui sont verticalement intégrés, qui maîtrisent toute la chaîne de fabrication des panneaux. Donc, on évite les assembleurs, les gens qui vont aller piocher des cellules chez un tel, ou de faire fabriquer en O&M chez un fabricant inconnu chinois. On reste en fait… pour faire simple, dans des fabricants du Tier 1. Donc, pour citer quelques noms, voilà, on travaille avec GIA Solar, avec Jinko, avec Longhi. Voilà, on reste sur des grands fabricants. Et voilà, et pour rien cacher, très récemment, on travaille très souvent avec GIA Solar parce qu'on a un bon partenariat avec eux et ça se passe bien. Alors, à noter en termes de partenariat, c'est que c'est une relation commerciale qui est là, mais il n'y a pas on n'a pas d'exclusivité. TCIO n'a aucun partenariat écrit. Donc, on est totalement autonome. Et on avait pu écrire ça dans une des réponses. C'est que très souvent, généralement, le client nous sollicite pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, on revient sur l'équation donnée et le travail donné par Jonathan. Il peut arriver que le client nous ait des demandes spécifiques, des approvisionnements spécifiques. Il peut nous demander un approvisionnement européen absolument, voire français absolument, ou avec un anti-éblouissement, des histoires de reflets. Enfin, il n'y a aucun problème, on ira le chercher. On l'avertira d'un point de vue devoir de conseil que ce n'est pas forcément le meilleur arbitrage qualité-prix par rapport à ce qui peut se trouver sur le marché. Mais il n'y a aucun problème. On a travaillé avec des modules français, avec des modules européens, avec des modules assemblés. Hein, ouais, voilà, donc de façon générale, on a plutôt un positionnement et une habitude de travailler avec des produits qui sont haut de gamme par principe et de proposer des solutions qui sont basées sur du matériel qui a fait ses preuves, qui est de qualité. Ce qu'on retrouve et ce qui est avantageux derrière dans la maintenance, donc il y a un avantage à la fois pour le client et pour nous en termes de qualité de service rendu au client. On ne va pas faire de projet low cost au sens péjoratif du low cost. Même si des clients nous le demandent, on est plutôt réticent à faire des projets qui ne seraient pas de bonne qualité. Donc voilà, ce n'est pas dans notre ADN.
Donc, en règle générale, on va chercher le matériel qualitatif qui satisfait l'équipe technique et qui satisfait le client. Ok. Ensuite, on a une autre question. Là voici. Que vous a rapporté le fait d'être lauréat France Relance? Je crois que c'était une de votre dernière news. Alors, on va être très terre à terre. C'est un accompagnement direct de l'ADEME. On a candidaté à un appel d'offres de l'ADEME qui, dans le cadre qui est missionné par le plan de relance pour distribuer certains fonds vers l'industrialisation de l'innovation verte. Donc voilà, il y a une certaine maturité, hein, je n'entre pas dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait un effort des pouvoirs publics sur l'innovation. La recherche, l'innovation, etc. On voit que de plus en plus d'instruments sont focalisés sur la mise en œuvre, la commercialisation, l'industrialisation. Et donc là, on est allé sur l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on a présenté la TSS, non plus dans le volet R&D, mais dans le volet on sait ce qu'on fait, alors on continue d'améliorer, hein. On en est à notre V3, on passe à notre V4, certes, mais désormais, on veut passer à un volet de pré-industrialisation. C'est-à-dire que là où on a pu faire nos 3, 4, 5 premières stations avec un artisan qui bricolait un peu avec nous, et c'était très bien, ça a été très efficace. Maintenant, il faut qu'on passe à un volume de 10, 15 par an, et là, c'est plus possible. C'est plus possible pour lui, c'est plus pertinent. Et donc là, on doit s'engager sur un nouveau modèle. Et de recherche d'ateliers, recherche de partenaires qui ont de l'équipement, du stockage, etc. Et l'idée, c'est de le faire dans la zone Marseille, Fos, Aix, enfin voilà, cette zone-là. Et donc, tout ce travail-là est accompagné donc, sur la partie innovation et puis aussi sur la partie recherche de partenaires, mise en œuvre de partenariats, prototypage, etc. Donc, très techniquement, on est accompagné à hauteur de 100 000 € par l'ADEME. Et puis après, il y a tout ce que ça peut enclencher comme ouverture de porte, donc de la communication, et puis des ouvertures de porte. C'est sûr que quand on vient présenter à la CCI, bon, la CCI, ils connaissent déjà, il y a un peu de monde qui nous connaît déjà, mais quand on vient et qu'on se présente pour dire, voilà, on cherche des partenaires pour industrialiser quelque chose qui vient d'être accompagné par France Relance, ça vient tout de suite installer la discussion. On a des portes qui s'ouvrent. Là, on a des rendez-vous avec des institutionnels. Hier, on était avec les services des douanes qui sont venus nous accompagner. Ils ont passé l'après-midi avec nous pour nous aider à structurer la façon de faire les choses. Et potentiellement, ça résultera d'ailleurs, ça aura peut-être un impact sur l'industrialisation. Enfin, c'est très intéressant. On s'ouvre des portes et ça crédibilise le discours. Et très pratiquement, bon, c'est un peu anecdotique, mais grâce au fait d'avoir été lauréat, on a pu rencontrer donc, le secrétaire général au plan de relance, le sous-préfet régional au plan de relance. Et d'ailleurs, le sous-préfet vient nous visiter début janvier pour une après-midi de travail dans lequel on va lui faire visiter un site qu'on a réalisé. Et voilà, comme disait Nicolas, très probablement, c'est porteur d'ouverture de porte vers d'autres lauréats France Relance ou vers d'autres industriels de la région PACA avec lesquels il pourra nous mettre en relation et crédibiliser une démarche d'entrée en relation. Ok, merci. On va poursuivre avec une question de Bernard. Travaillez-vous un couplage solaire-hydrogène pour traiter le problème du stockage de l'énergie? Jonathan. Est-ce qu'on travaille le sujet? Oui, on regarde le sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'interdit. Pour le moment, on ne l'a pas encore mis en œuvre. Le stockage d'hydrogène de façon, on va dire, petite unité, petite taille. Pour le moment, voilà, il n'y a pas encore de choses très matures. Les choses qu'on a regardées pour le moment, c'est relativement cher en comparaison de ce qu'on a comme technologies plus matures qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc, effectivement, on suit ça, on regarde la chose. Mais comme Nicolas l'a expliqué, on cherche à développer des solutions qui sont économiquement intéressantes pour les clients. Et donc, pour l'instant, ce qui est économiquement intéressant pour le client, ça a été le plomb par le passé. Et aujourd'hui, c'est plutôt les batteries lithium-ion. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on
Ce qu'on déploie aujourd'hui comme solution de stockage sur nos projets, c'est plutôt des batteries lithium-ion, que ce soit lithium fer phosphate ou NMC, selon les sites. Donc, c'est deux technologies de batterie. Voilà, pour prendre peut-être un peu de recul sur la question, la batterie, pour le moment, enfin, dans ce qu'on a présenté là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de projets avec batterie, puisque en fait, le solaire le plus compétitif, c'est celui qui n'a pas de batterie. En revanche, le solaire tout seul, mais de façon un peu logique, il ne répond pas à 100% des besoins, puisqu'il y a bien sûr des besoins qui sont nocturnes. Et donc, une solution de stockage sur certains sites peut devenir intéressante, à condition de la calibrer correctement et de pas en mettre trop. Donc, on voit petit à petit, avec les baisses des coûts des solutions de stockage, que le stockage commence à devenir pertinent, économiquement pertinent pour nos clients. Et donc, on voit de plus en plus de projets sur lesquels le stockage commence à faire son apparition. Donc voilà, donc on va dire que le stockage, on est parti de projets qui étaient très, très solaires, parce que c'était ce qui était compétitif, et de plus en plus, le solaire fait son apparition et commence à amener de la compétitivité et donc permet d'augmenter le taux de pénétration. On dit le taux de pénétration, donc le taux de couverture de l'énergie solaire par rapport à la consommation des clients. Oui, la preuve par l'exemple, c'est que le projet qu'on vient de finir à Bamako, donc en mai, pour l'industriel, vient de re-signer avec nous un contrat pour ajouter une batterie sur ce site-là. En fait, c'est ce qu'on dit souvent quand on pitch nos systèmes, c'est de dire que le solaire, c'est comme les Lego, on peut venir brique par brique. Et donc, on a d'abord installé du solaire. Grâce à ça, on a relevé sa courbe de charge, savoir exactement comment il travaille et pouvoir dimensionner la batterie au mieux. Donc, effectivement, ce que disait Jonathan, de faire du solaire, puis après, on voit que on peut ajouter du stockage, ça marche très bien puisqu'on l'a fait là, on vient de le signer pour un client. Ok, super. Alors, on se rapproche de la fin du live. On va prendre une dernière question et après, on clôturera sur ça. Je vous lis la question. Où en êtes-vous par rapport aux chiffres présentés pour 2021 et 2022? Alors, rapidement, 2021, on est en ligne avec nos objectifs puisque on est sur au moins projeté 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires et potentiellement, donc ça devrait se réaliser assez facilement. Et 2022, Xavier, tu veux me donner les chiffres 2022 sur 2022, on a déjà signé, sécurisé pour environ un peu plus de 900 000 euros chiffre d'affaires, qui principalement se fera quasiment sur Q1 2022, puisqu'on a 9 projets en ce moment qui sont en cours, donc en cours surtout d'approvisionnement ou déjà livré le matériel ou en bateau. On a là, par exemple, des choses qui partent sur le Mali, qui viennent d'arriver à Dakar. Donc, 900 000 euros déjà sécurisés. On a identifié pour environ un peu plus de 8 millions d'euros. Et sur ces 8 millions d'euros, donc, quand je dis identifié, c'est qu'il y a des choses où on est au début du développement et on est en négociation vraiment avancée. Donc, ce que nous, on met déjà dans notre business plan pour environ 1,7 million d'euros. Donc, on recollance ça avec les 900 000 euros déjà sécurisés. On est de l'ordre d'un chiffre d'affaires de 2,5 millions, 2,6 millions pour 2022. C'est ça, qui est supérieur à ce qu'on a projeté jusqu'à maintenant. Donc, ça sera l'occasion en fin d'année là, potentiellement de reparamétrer précisément les chiffres qu'on a pu avoir. Mais en tout cas, on est clairement en ligne, voire au-delà de nos attentes en termes d'activité et d'activité commerciale. Ouais. Super, merci à tous les quatre. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour clôturer ce live pour les WeSeeders. Moi, il y a une chose que j'ai l'occasion de dire un peu autour de moi, et j'ai pu le dire aussi sur les réseaux sociaux parfois, c'est que quand on remercie les contributeurs, on les remercie doublement. Hein. D'une part, on remercie tous ceux qui contribuent parce que sans les moyens financiers, on ne peut rien faire, c'est clair. Et d'une part, donc il y a un côté, c'est nécessaire. Sans vous, sans vos contributions, le programme il se fait pas. En tout cas, il se fait pas de cette manière-là. Et puis, d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a la motivation que ça crée. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu pour les équipes, puis pour nous à titre individuel et pour le reste de l'équipe. Au-delà du fait qu'on a la matière pour travailler, on a aussi une vraie motivation
de se dire que le projet, il n'y a pas que nous qui le portons, qu'il fait écho chez vous. Et voilà. Merci pour ce soutien qui est aussi financier que motivant et moral pour nous. Donc, merci à tous pour vos contributions et on sera à la hauteur. Super, merci à tous les quatre. Merci aux WISIDers présents en direct. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay devrait être disponible normalement dès demain sur la plateforme. Et d'ici à la fin de collecte, voilà, n'hésitez pas à consulter les commentaires, les news, à poser vos questions si vous en avez, et à surveiller aussi le compteur rouge, la fin de collecte, pour ne pas rater cet investissement si vous êtes intéressé. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un autre live sur WISID. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.